忍びの時代は終わる。お前のカーマ、ん？どこで手に入れた？パパ、ゆっくり寝てね。それから一緒に行こう。ここまでやるとはな、カワキ。大丈夫だからよ。俺は忍びだ。Qu'est-ce qu'une famille? Est-ce un ensemble d'individus liés par le sang? Est-ce seulement ceux qui sont liés par le sang, mais uniquement de façon directe? Ou peut-être est-ce ceux qui partagent le même habitat, les mêmes tourments, la même vie? N'est-ce pas alors ceux qui vivent quotidiennement ensemble? Ceux qui se soutiennent dans les moments compliqués et qui surmontent les épreuves ensemble. Et c'est peut-être d'ailleurs tout ce que je viens de citer réunis qui forment une famille. Des êtres humains qui ne sont pas liés par le sang peuvent parfois tisser une relation encore plus forte que ceux qui le sont. Mais il ne faut pas pour autant négliger les liens du sang. Ces liens qui empêchent un père d'ôter la vie à son fils, même si cela est nécessaire pour un bien commun. Ces liens qui peuvent faire perdre à un shinobi expérimenté et calme de nature son sang-froid. En tout cas, peu importe la définition que vous donnez au terme et au concept de famille, une chose est sûre, c'est que pour porter ce titre, il faut impérativement partager quelque chose. C'est d'ailleurs dans cet objectif que Hagoromo Otsutsuki, aka le Rikudo Sennin, avait partagé le chakra afin que chaque être humain puisse avoir quelque chose en commun. Preuve encore une fois que pour former une famille, il n'est pas nécessaire d'être lié par le sang. Et l'exemple de ça, c'est bien la famille Uzumaki. Le père et la mère sont tombés amoureux alors qu'ils étaient socialement opposés. Le premier, bien qu'étant l'enfant de héros, était traité comme un paria et un déchet par la société. La seconde, elle, au contraire, avait un statut de princesse. Elle était choyée et appréciée de beaucoup. Dès sa naissance, elle était respectée de tous et pourtant, dans son cercle proche, elle était rejetée. Elle était rejetée par son père, par son cousin qu'elle considérait comme son frère, par son grand-père et même un peu par sa petite sœur. Pourquoi était-elle rejetée? Parce qu'elle était faible, parce qu'elle était calme, parce qu'elle était trop gentille, en d'autres mots, parce qu'elle était elle-même. Ceux avec qui elle était censée tout partager l'ont rejetée, mais dans ce rejet, elle fit la rencontre d'un autre garçon qui lui aussi était rejeté, un autre gamin qui était dans une solitude plus profonde que la sienne. Elle finira par admirer ce jeune garçon et petit à petit, cette admiration se transformera en amour. Un amour sincère et véritable. C'est au fur et à mesure que le garçon lui aussi comprendra qu'ils étaient deux enfants similaires et finira par également tomber amoureux. Hinata, qui a été rejeté des siens, a su construire une réelle relation avec Naruto et ainsi former une famille malgré le fait que de base, rien ne semblait les lier. De cet amour naquit deux enfants, un garçon du nom de Boruto et une autre fille du nom de Himawari. Deux noms qui sont lourds de sens puisque les deux semblent être liés à une personne très importante pour le couple, Hyuga Neji. Si aujourd'hui ces deux-là peuvent exprimer leur amour et donc si ces deux enfants, qui sont au final l'expression de leur amour, ont pu naître, c'est grâce à Neji qui a donné sa vie pour les sauver. Cet homme, en voulant rembourser sa dette envers Naruto et protéger celle qu'il considérait comme sa petite sœur, a su s'affranchir de son destin de servant. J'en reparlerai dans une autre vidéo, mais Neji, même s'il n'est pas ultra présent, est un personnage tellement important dans le développement de Naruto. En donnant ces noms à leurs enfants, c'est comme si Neji, qui est mort, continue à vivre en ses gosses. Lui qui vit déjà dans leur cœur à eux, pour l'éternité. À ces quatre-là, vit se rajouter une cinquième personne, un troisième enfant, Kawaki. Cette fois-ci, il n'était pas lié avec eux par le sang, ce n'était même pas un membre de leur clan et encore moins de leur village. Ce n'était absolument pas un shinobi. Mais c'était plus que ça. C'était un enfant abandonné, un enfant seul, un enfant victime d'une fatalité, un enfant qui portait une marque indélébile sur lui et surtout malgré lui. Oui, cet enfant était similaire à l'homme du nom de Uzumaki Naruto. Voilà pourquoi ce même homme décidera de l'appeler
mon fils. Cette simple qualification était lourde de sens pour Kawaki car elle était sincère. Pour la première fois de sa triste et misérable vie, un homme se comportait comme un père et ce, sans rien attendre en retour de lui. Ni travail, ni argent, ni soumission. C'était de l'amour, tout simplement. Sans s'en rendre compte, il était entouré d'un père, mais également d'une mère. Une mère qui lui faisait à manger et de la bonne nourriture qui plus est. Une mère qui lui lavait son linge. Une mère qui se souciait de lui et de son état. Il avait aussi une sœur avec qui ça n'avait pourtant pas bien commencé, mais sœur à laquelle il s'attachera et qui l'épaulera dans les moments difficiles. Mais surtout, il avait trouvé un frère, un bro, un kyodai. Un frère qui partageait une partie de son fardeau, une partie de son destin, Uzumaki Boruto. Le kama, qui peut être traduit par karma, donc désir, souhait, etc., a peut-être exaucé le souhait de Kawaki d'avoir une famille et de ne plus être seul. Et celui de Boruto a peut-être exaucé le sien de devenir un shinobi particulier. Ce n'est qu'une théorie que j'avance, mais est-ce que le kama n'aurait pas aussi pour pouvoir également, à condition que le réceptacle ait une volonté assez forte, d'exaucer les souhaits de celui-ci? La théorie est lancée et on se donne rendez-vous dans l'avenir. Malheureusement, cette si belle famille, avec une si belle diversité, est à l'heure où je parle, sur le point de tomber en éclat complet. Quel avenir y aura-t-il pour la fratrie Uzumaki? Ou plutôt, un avenir est-il possible pour cette fratrie mais aussi pour cette famille? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo. Donc je l'explique, en fait cette vidéo c'est une vidéo qui va parler du développement et de l'écriture des trois personnages, des trois frères Uzumaki, trois frères et sœurs bien sûr, parce qu'il y a Himawari dans l'eau. Parce que ça fait un moment que je voulais en parler et que ça fait un moment qu'on me demande mon avis là-dessus, donc je vais le donner et je vais en parler. Et tout en parlant de développement, on parlera aussi de théorie, on théorisera sur le futur de Boruto, le futur de Hima, le futur de Kawaki également. Mais on parlera aussi de future puissance, de futur pouvoir et de quel avenir je vois pour justement ces trois personnes-là et comment vont évoluer leurs relations. Donc voilà, c'est un mélange de, comme je fais, hein, vous me connaissez maintenant, vidéo, dossier, / théorie. Voilà. Donc après cette très longue introduction, je vais vous apprendre que cette vidéo sera divisée en 3 parties. Donc très simple, la première partie sera sur Boruto, la deuxième sur Himawari et on finira par le grand Kawaki. Avant que la vidéo ne commence, je vous invite à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Voilà, Twitter, Insta, surtout Twitter parce que je donne beaucoup d'infos là-bas et Insta aussi, je donne pas mal d'infos. Et Twitch, si vous êtes intéressé par les streams que je fais plus régulièrement des streams que des vidéos. Et donc, je vous invite aussi à venir sur cette plateforme-là. J'ai oublié de le préciser, mais il faut bien évidemment être à jour dans les derniers chapitres Boruto, en tout cas jusqu'au chapitre 67 pour regarder cette vidéo. Sur ce, Ohayo Mina, c'est Hiro, et aujourd'hui, on parle de la fratrie Uzumaki. 神を倒した者はもはやただ人ではおれぬのだということをな。父ちゃん。Uzumaki Boruto, l'enfant prodige, un élu même pour certains, mais surtout le premier enfant à naître de l'union du héros de Konoha et de la princesse au Byakugan. Celui qui, quoi qu'il accomplisse, est d'après les autres aidé par sa génétique. Parce que oui, on a souvent tendance à l'oublier, mais Boruto n'est pas uniquement le fils de Naruto et Hinata, il est également l'héritier de la lignée pure des Hyuga. Il est le petit-fils de Hiashi Hyuga, un shinobi d'exception, il est le neveu de Hanabi Hyuga, la future héritière du clan, mais il est surtout également le neveu du plus grand génie que le clan n'ait jamais courté, celui chez qui le sang des Hyuga n'a jamais été aussi pur, Hyuga Neji. Boruto a donc grandi avec ce fardeau qui est très différent de celui que son père a porté. Fardeau qui se rapproche d'ailleurs légèrement de celui de sa mère, même si la pression qui pèse sur ses épaules est bien inférieure à celle que Hinata a subie dans son enfance. Et pour moi, c'est ça la force du personnage de Boruto, ce n'est pas Naruto. Les deux personnages, bien qu'ayant des similitudes, en même temps ils sont père et fils, ont un contexte et une histoire totalement différentes. Naruto était le raté qui devait prouver sa valeur. Boruto est le génie qui doit s'affranchir de l'image de son sang afin d'écrire sa propre histoire. C'est dur d'assumer et de supporter l'ombre de ses aïeux quand ceux-ci sont des légendes. C'est pour ça que le but du jeune garçon est d'être un grand ninja, pour prouver au monde qu'il n'est pas seulement le fils du héros de Konoha, il est Uzumaki Boruto. Mais bien qu'il ne veuille pas s'en vanter,
il est bel et bien le fils de ce héros et de la princesse Obyakugan. De ce fait, il est impossible pour lui d'avoir un destin normal et classique. Maintenant, c'est à lui de l'embrasser ou de le refuser. Mais comme lui-même le dit, il n'a jamais voulu être un shinobi normal. Et pour le coup, il sera servi. Il se verra imposer sur son corps la marque du Kama, signe qu'il est le réceptacle d'un Otsutsuki. Mais si on regarde le fond de la chose, on pourrait voir à travers la possession du Kama par Boruto, la preuve qu'il est à part. Tout comme son papa avait le démon renard à 9 queues pour particularité, Boruto est maintenant lui aussi un Otsutsuki, surtout si on se fie aux derniers chapitres qui sont sortis et qu'on analysera tout à l'heure. Tout comme son père Naruto a su, grâce à l'aide de ses amis, apporter la paix, donc ouvrir une nouvelle ère pour le monde, il semblerait que Boruto, lui aussi, participe à la création d'une nouvelle ère, ou plutôt, ce que je pense, qui est le plus probable, il semblerait que Boruto soit l'un des derniers à être rattaché à l'ère qu'a sauvé son père. Cependant, il est bien possible que cette ère qu'il veut maintenir soit opposée à une autre ère, celle que son frère Kawaki veut imposer et celle qui semble avoir déjà été imposée à leur père. S'il y a bien une chose que Boruto a prise de Naruto, c'est bien cette détermination. Le fait de toujours foncer la tête la première dans le tas, quel que soit le danger. Et on l'a bien vu dans les derniers chapitres quand il est parti à la rescousse de Kawaki face à Code. Et en parlant de deux frères, vous le savez comme moi, mais un pas a été franchi par Kawaki. Kawaki qui n'a pas hésité une seule seconde à tuer Boruto. Alors, on parlera de l'impact de ce que ça veut dire pour le personnage de Kawaki dans la partie qui lui sera consacrée, mais même s'il s'agit de quelque chose dont ils avaient précédemment parlé, le sang-froid dont a fait preuve Kawaki dans son acte est effrayant, et pour moi les prémices du futur conflit entre ces deux frères a été acté à ce moment-là. Attention, je ne dis pas que Boruto en voudra à Kawaki, vu que c'était sa volonté, de ce côté-là, c'est ok. Cependant, la violence avec laquelle Kawaki a attaqué Boruto, elle sera sûrement renouvelée, j'en suis sûr. Kawaki le dit lui-même, il est prêt à tout pour protéger le Nanadaime, et ce, même s'il doit tuer son propre frère. Surtout que pour le moment, le point culminant de l'histoire du jeune Uzumaki n'a pas encore été atteint, et c'est confirmé par Momoshiki. Le même Momoshiki qui a annoncé à son réceptacle qu'un jour, ses yeux bleus le déposséderont de tout. D'ailleurs, on est nombreux à s'intéresser et à théoriser sur la signification de cette phrase, mais qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire en vrai? Pour moi, les yeux bleus de Boruto peuvent renvoyer à deux choses principales. Soit il renvoie à son Jogan, pour tous ceux qui disent que le Jogan c'est que l'anime et tout ça, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les yeux de Boruto où j'explique pourquoi selon moi, seulement selon moi, ce n'est pas le cas. Ou cela, pour le coup je penche un peu plus pour cette proposition, ces yeux bleus renverraient à son sang, plus précisément à sa lignée de son côté Otsutsuki. Alors, on le savait déjà, mais Momoshiki le lui avait rappelé, il semble avoir hérité d'une bonne partie des pouvoirs des Otsutsuki. Cela, bien évidemment, de par son père, mais aussi de par sa mère, qui est une Hyuga, et donc une descendante de Hamura. De plus, les yeux bleus semblent être une caractéristique des enfants de Naruto et Hinata, puisque Himawari aussi les possède. À ça, on peut ajouter les paroles de Sarada qui disait que les yeux de son coéquipier étaient encore plus bleus que ceux du Nanadaime. Donc si on suit cette logique, cela peut signifier quelque chose comme un jour, ton sang ou du moins ton patrimoine génétique te dépossédera de tout. On sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, Boruto est à 100% un Otsutsuki, et même si la résurrection complète de Momoshiki n'est plus possible, je ne pense pas que ça veut dire qu'il ne peut plus prendre le contrôle du corps de Boruto comme il le faisait. Son âme, elle, et il l'a rappelé, est toujours présente et son influence est toujours là. La seule différence, c'est que contrairement à comment Ishiki a ressuscité à travers Jigen une fois que Kashin Koji l'avait tué, Momoshiki, lui, ne pourra jamais revenir sous sa forme précédente, mais son âme est encore une fois toujours présente. En revanche, je n'ai pas l'impression que ce sera Momoshiki qui sera à l'origine de cet événement. Lui-même dit qu'il n'a aucune idée de pourquoi ça va arriver. Mais si on suit ma piste et que les yeux bleus renvoient bien au centre Boruto et à sa lignée, il serait possible qu'un nouveau pouvoir ou peut-être une nouvelle chose apparaisse chez lui. Momoshiki dit qu'il sera dépossédé de tout. Le même Momoshiki dit qu'il ne s'agissait pas de sa vie en elle-même. Du coup, de quoi s'agit-il? Eh bien pour moi, il s'agit de sa famille. S'il y a une chose que possède Boruto à laquelle il tient, c'est bien ses parents, son frère et sa sœur. Vont-ils forcément mourir? Peut-être, mais il se peut aussi qu'il s'éloigne juste d'eux à cause d'un événement lié à son futur pouvoir justement. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, Boruto changera drastiquement de comportement et finira par choix, et j'insiste sur le par choix, par s'éloigner de ceux qu'il aime. Pour résumer, en gros, pour moi, Boruto obtiendra une nouvelle capacité ou une nouvelle chose liée à sa lignée qui le poussera à s'éloigner des siens. Mais malgré tout ça, il ne perdra jamais ce qui les unit tous,
la volonté du feu. Avant de conclure cette partie sur Boruto, j'aimerais parler de ses capacités actuelles et de celles qui seront les siennes dans le futur. Alors Boruto est, comme je l'ai rappelé, le fils de Naruto et Hinata, mais c'est aussi le petit-fils de Kushina et Minato. Si Naruto au niveau des capacités, comme le précisera Tsunade, a beaucoup pris de sa mère, il semblerait que Boruto lui n'ait pas trop pris de cette dernière. Ça semble peut-être plus le cas de Himawari qu'on verra tout à l'heure. La particularité de Kushina et de Naruto, c'est que les deux, même au sein du clan Uzumaki, possédaient un chakra particulièrement puissant, et j'insiste sur le particulièrement puissant. En tout cas, c'était le cas de Kushina, et en se basant sur ce que disent Tsunade et Jiraiya, ajouté au fait qu'il était assez puissant pour contenir Kurama, on pourrait en déduire la même chose pour son fils Naruto. Sauf que si Boruto a bien hérité du tic de langage de sa grand-mère paternelle, pour ce qui en est du reste, ça ne semble pas vraiment être totalement le cas. Je dis ça en me basant sur certains dires de Kakashi quand celui-ci entraînait Boruto à l'amélioration de son Rasengan. En effet, le Rokudaime dira au jeune blondinet de laisser tomber le Odama Rasengan parce qu'il n'avait pas assez de chakra pour le réaliser et il lui conseillera plutôt de travailler sur le Seichitsu Henka, c'est-à-dire le changement de nature élémentaire. D'ailleurs, ici, on parle bien de quantité de chakra et pas encore même de puissance de chakra, là où Naruto et Kushina possédaient les deux. Alors, il est possible que le manque de chakra de Boruto soit dû à son âge, et c'est d'ailleurs sûrement le cas, sauf que c'est à peu près au même âge que Jiraiya commençait à enseigner le Odama Rasengan à Naruto, donc bon. Mais il faut encore relativiser avec le fait que ce dernier, lui, possédait le chakra de Kyuubi qui, bon, voilà, un peu rendait tout possible. Mais encore une fois, là on parle de quantité de chakra, et en ce qui concerne la puissance du chakra de Boruto, je n'ai pas l'impression que ce soit la même puissance que Kushina ou Naruto. Et du coup, ce qui me fait quand même garder ma position, c'est l'autre parole de Kakashi. L'ex-Hokage précisera que Boruto a pris l'impétuosité de son père, mais surtout qu'il a pris le génie de son grand-père paternel Minato. Alors, le but de mon propos, c'est pas de vous dire que plus tard Boruto maîtrisera l'Iraishin, bien que ce ne soit pas impossible, mais je ne pense pas. Mais ce que je pense, et j'espère aussi que ce sera le cas, c'est que ces techniques ressembleront sûrement à autre chose que celles de son père, tout en gardant des références avec des Rasengan. En gros, je pense qu'on n'aura pas uniquement différentes formes de Rasengan, enfin, je l'espère encore une fois, parce que bon... Perso, je vois bien avoir un style alternant vitesse de combat à l'épée avec le Juken. Dans Naruto Shinden Oyako no Hi, on sait que Boruto s'est entraîné avec sa mère quelque temps et de toutes les façons, comme on l'a vu dans le manga, Boruto grâce au Kama peut compter sur toute l'expérience au combat de Momoshiki et Momoshiki lui maîtrise le Juken comme on l'a déjà vu. Au passage, le problème de réserve de chakra de Boruto par rapport à Naruto semble être réglé lorsque celui-ci fait appel à la force de Momoshiki et ça aussi, ça permettra de débloquer de potentielles techniques plus puissantes. Plus généralement, toute l'expérience de combat de Momoshiki sera utile et permettra à Boruto de varier un maximum de son style de combat. Mais surtout, la plus puissante capacité de Boruto, ce sera celle de voir l'avenir. On l'a bien vu avec Kawaki, le réceptacle, une fois la fusion totalement effectuée, a accès à tous les pouvoirs de son Otsutsuki. Kawaki avait accès au Dojutsu de Ichiki, dont on ignore toujours le nom aujourd'hui officiellement, et il avait ainsi accès à toutes ces techniques comme le Daikokten ou le Sukuna Hikona. Du coup, on sait que la capacité spéciale de Momoshiki, c'est de pouvoir voir à l'aide de son Byakugan l'avenir d'une personne, bien qu'il ne puisse pas voir sien. Et justement, c'est peut-être cette capacité qui fera disjoncter Boruto et qui le fera complètement changer de comportement. Voir l'avenir de ses proches, particulièrement celui de Kawaki et de son père, lui donnera très certainement une prise de conscience. Maman, ごめんね。カオキくんがね、いないの。パパも心配ないって言うんだけどね。Uzumaki Himawari, le sourire de son père, la gentillesse de sa mère. Des trois, c'est sûrement le membre de la fratrie sur lequel on a le moins d'informations et aussi le membre sur lequel il est le plus difficile à théoriser. Comme je le dis souvent, le manga va à l'extrême nécessaire et c'est le choix des éditeurs d'adopter ce mode de parution. On peut l'apprécier ou non, ça c'est le choix de chacun, mais c'est ce qui a été choisi. Et voilà pourquoi le manga continuera de se présenter comme l'aventure de deux frères, c'est-à-dire comme l'aventure de Kawaki et Boruto. Même si je ne vous cache pas que j'ai bon espoir que Himawari ait une partie réservée à elle. Cependant, au niveau de l'anime, il faut se dire qu'on est un peu plus gâté sans pour autant, selon moi, être totalement satisfaisant. Mais grâce à l'anime, on a beaucoup d'infos sur son comportement et ses futurs pouvoirs, et on va donc essayer d'en faire un mélange afin de déduire quelque chose d'intéressant au niveau de Himawari. Himawari est d'un naturel calme et joyeux. Comme je l'ai dit plus tôt, elle a pris la gentillesse de sa mère sans prendre sa timidité, mais aussi la joie de son père sans
sans sa part de bêtises et ses petits défauts. Et j'insiste sur le fait que Hima est quelqu'un de profondément gentil. Elle a beaucoup de compassion pour les autres, que ce soit des animés ou même autre chose. Et cette gentillesse, je pense qu'elle la gardera et qu'elle en fera même un moteur de ses convictions, voire de ses ou son rêve. Aux attributs de ses deux parents, il semblerait qu'elle y ait ajouté les colères de sa grand-mère paternelle. Alors c'est vrai que ça semble contredire le côté calme que je lui vantais tout à l'heure, mais même si c'est quelqu'un de très gentil, quand la situation l'exige, il lui arrive de se mettre en colère sérieusement et son grand-père et son père l'apprendront à leurs dépens. D'ailleurs, pour revenir au moment où elle a assommé son père, il est important de noter que la situation dans laquelle elle s'est retrouvée n'est pas normale. Je redétaillerai les pouvoirs et spécificités des Hyuga un peu plus tard dans la vidéo peut-être, mais ce genre de choses ne sont pas censées faire partie des effets du Byakugan. Là, c'est comme si elle était dirigée par son instinct. Tout à l'heure, je vous avais parlé du fait que la gentillesse, ou plutôt les sentiments de Hima, seront son moteur. Alors, je parlais bien de ses objectifs, mais aussi de ses pouvoirs. Dans ma vidéo sur le clan Uchiha, que je vous invite à aller voir, j'expliquais à quel point l'équilibre et particulièrement l'équilibre émotionnel semblait être quelque chose d'important dans le chakra, que ce soit dans le contrôle des Biju ou dans l'éveil des Kekigenkai. Encore une fois, je vous invite à aller voir cette fameuse vidéo, mais je prends souvent l'exemple de Haku qui, dans des circonstances d'énorme stress, avait éveillé son pouvoir en tuant notamment son père qui essayait lui-même de lui ôter la vie. C'est exactement ce qui se passe lors de l'éveil du Sharingan et du Mangekyo Sharingan. C'est aussi ce qui s'est passé avec Nagato, même si pour lui il s'était déjà fait implanter les Rinnegan par Madara, mais il utilisera pour la première fois ses pouvoirs dans une situation émotionnelle particulière. C'est aussi le cas des Jinchuriki qui, si quand ils ne contrôlent pas leurs émotions, créent des failles dans leur défense et s'abandonnent au Biju, d'où la nécessité de vaincre sa haine pour contrôler les plus puissants d'entre eux. Et du coup, c'est exactement ce qui s'est passé avec Himawari qui, dû à la tristesse liée à l'énervement provoqué par la perte de son doudou, éveillera son Byakugan. C'est du coup une parfaite transition pour justement parler de la personne de qui, selon moi, Himawari semble avoir hérité le plus, son oncle Neji. Quand je dis que Hima a hérité de Neji, je parle bien évidemment de son énorme précocité. Pour rappel, Hima a éveillé le Byakugan à un très jeune âge, on n'a pas de précision mais c'était avant ses 10 ans, et Hiashi, son grand-père, dira d'ailleurs que c'est quelque chose d'exceptionnel de l'avoir fait à un si jeune âge, bien qu'il y ait déjà eu des précédents, et ici je pense qu'il parle peut-être de Neji, ou peut-être de lui-même et de son frère Hisashi. Naruto dira lui-même que pour éveiller le Dojutsu, il faut s'être emprunté à un entraînement très intensif, entraînement que Himawari, elle, n'a jamais suivi. À ça, il faut ajouter le fait qu'à l'heure actuelle, Hima maîtrise son Byakugan, ou du moins, elle peut l'activer quand elle le veut, alors qu'elle n'a, encore une fois, que 10 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la prouesse du truc qu'elle effectue. De plus, même si pour le moment ce n'était que de façon inconsciente, elle semble avoir une très bonne maîtrise du Juken, et tout ça sans entraînement. Si Neji était selon Hiashi ce qu'il y a de plus pur chez les Hyuga, que dire des records de précocité établis par sa petite fille, et le patriarche de la Soke du clan Hyuga en a conscience, c'est pour ça qu'il dira à son beau-fils de lui envoyer Hima si cela se manifestait à nouveau. De façon globale, j'ai vraiment l'impression qu'elle a hérité de tous les avantages de son patrimoine génétique, que ce soit du côté de sa mère avec le talent de Neji et le Byakugan, ou du côté de son père avec son mystérieux lien avec Kushina. Pour moi c'est clair, la voie la plus logique serait que Hiashi lui-même ou Hanabi s'occupe de l'entraînement de Hima afin de la faire atteindre le niveau auquel elle doit être. Mais je la vois bien associer ça, donc toutes les techniques Juken, tous les arts secrets du clan Hyuga, avec des techniques ninja classiques ou même celle de son père. Pourquoi pas aussi utiliser des techniques comme le Kango Fusa, la technique utilisée par Kushina avec ses chaînes. Faut savoir que cette technique, en fait, d'après le 4e databook, donc le Jin no Sho, n'est pas classifiée comme un Kekigenkai, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, et donc, vu que ce n'est pas un Kekigenkai, on peut donc en déduire qu'il s'agit d'un Hiden. La différence entre Hiden et Kekigenkai, j'en avais déjà parlé sur ma vidéo dédiée au chakra que je vous invite à aller voir, et que les Kekigenkai sont des techniques qui ne peuvent être transmises que par le sang. Si tu ne possèdes pas les attributs génétiques suffisants, tu ne pourras jamais les utiliser. C'est pour ça que quoi qu'il arrive, un utilisateur du Sharingan ne pourra jamais copier le Shoton de Haku ou le Bakuton de Deidara. En revanche, les Hiden, ce sont ce qu'on appelle plus communément en français des techniques secrètes, à savoir des techniques qui sont souvent transmises au sein d'un clan
ou d'une même famille, voire d'un même village. Cela signifie qu'à condition d'en connaître le secret, entre guillemets, n'importe qui pourrait les utiliser. C'est le cas de techniques comme le Kagemani no Jutsu des Nara ou le Baika no Jutsu des Akimichi. Mais il faut voir que très souvent, ces Shiden requièrent une bonne maîtrise du Iton et du Yoton, et que donc ce n'est pas du tout évident de les maîtriser si vraiment on n'a pas une formation pour ça à la base. Là où je veux en venir, c'est que Shima, même si elle a en réalité que 25% Uzumaki, peut être capable d'acquérir ces techniques. Ce qui confirmera encore une fois ma théorie comme quoi elle a en partie hérité de sa grand-mère. Et pour finir avec la fille du Nana Daime, on va parler de sa relation avec sa famille. Pour moi, Shima sera, je pense, la seule des trois à rester fidèle à ses parents. C'est-à-dire que ce sera celle qui sera toujours dans le chemin que ses géniteurs estiment bon pour elle. Pour Boruto, je l'ai déjà dit, mais je pense qu'un événement le poussera à s'éloigner, et pour Kawaki, on en reparlera tout à l'heure. En se basant sur son caractère actuel, je pense qu'elle sera très peinée du conflit qu'opposera ses deux grands frères. Elle essaiera sûrement de les réconcilier, mais en vain, malheureusement. Malgré la force incroyable que je l'ai prédit, elle sera sans nul doute spectatrice du déchirement de sa fratrie. Elle qui voit en Kawaki un autre grand frère, tout comme Boruto. Alors perso, j'ai jamais adhéré aux théories comme quoi elle hériterait de Kurama, et pour le coup, j'attends encore moins à celles qui disent que Kurama reviendrait en elle, etc. Cependant, ce que je pense, c'est que en effet, celle qui héritera le plus de la volonté de Naruto et Hinata, ce sera Hima. Non pas qu'elle voudra devenir Hokage, ça je ne pense pas, mais je la vois bien être l'héritière du pacifisme absolu de son papa. Malheureusement, moi qui d'habitude aime parler de philosophie, d'écriture, de développement, je n'ai pas plus à offrir sur l'analyse de Hima, pour la simple et bonne raison qu'on l'a trop vu dans des situations vraiment complexes ou difficiles comme ses deux frères. Pour vous dire la vérité, j'ai même par moments peur que son potentiel soit gâché ou qu'elle soit jetée aux oubliettes, ce qui serait bien évidemment pour moi une erreur monumentale. Cependant, si son potentiel est mis correctement à profit, l'avenir du manga ne pourra s'écrire sans la seconde princesse au Byakugan. そうだ忍びの時代は終わるひまわりがどうしてだこそこそ何の真似だ物好きだな Uzumaki Kawaki, un enfant qui était seul. Un enfant qui jusqu'à ses 13 ans a toujours été utilisé comme un objet. Parfois comme un objet de piètre valeur et d'autres fois comme un objet de grande valeur. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que cet enfant a été constamment chosifié. Un autre aspect qu'il faut comprendre aussi dans l'écriture et le développement de Kawaki, c'est son rapport à la vision du paternel, autrement dit à la vision du père. Son père biologique, Kokatsu, se servait de lui pour avoir les fonds afin d'acheter de l'alcool. Cet homme avec qui Kawaki partage le sang le battait et l'enfermait quand celui-ci ne ramenait pas ce qu'il voulait. Il lui interdisait même d'avoir des interactions avec les autres. Il était frappé par les autres, mais également frappé par les siens. Voici ce qu'a été l'enfance de Kawaki. Une enfance desséchée de toute compassion et de tout sentiment. Desséchée exactement comme ce que signifie son prénom. Si Kokatsu, signifiant déshydraté, a subi un tarissement de ses sentiments à cause de la guerre, son fils Kawaki, lui, a été complètement privé du bonheur. Et c'est pour ça que leurs deux noms, selon moi, s'emboîtent parfaitement. La chosification de Kawaki est d'ailleurs accentuée quand son père biologique le vendit pour quelques billets. Et pourtant, il est normalement impossible d'abandonner la chair de sa chair pour quelque chose d'aussi vaniteux qu'est l'argent. Et c'est là qu'on comprend que Kokatsu a sûrement, lui aussi, subi un traumatisme lié à la Grande Guerre Ninja. Et tout comme énormément de personnages de l'univers de Naruto, le père de Kawaki et son fils Kawaki lui-même sont victimes du monde shinobi et de ses atrocités. Une fois avec Jigen, Kawaki passera à un autre niveau de chosification. Il est là pour être le réceptacle de cet homme. Combien d'enfants comme lui ont été recrutés dans ce but? Mais surtout, combien en sont morts? Il était l'un des sœurs survivants et son qu'on pourrait apparenter à de la chance dans un premier lieu est en réalité une malédiction. Et la marque de cette malédiction, c'est le Kama. Retenez bien ça parce que c'est super important pour la suite, pour le développement du personnage de Kawaki. Je suis sûr qu'au fond, Kawaki aurait préféré périr que de vivre ce qu'il vivra par la suite avec Jigen. Voilà pourquoi lorsqu'il sera recueilli par Naruto, il y aura une méfiance traduite par une très forte agressivité. Car comme je viens de le montrer, Kawaki associe la notion de paternel à Kokatsu ou à Jigen. Mais au fur et à mesure, le Nana Daime saura gagner la confiance de Kawaki et abreuver le cœur desséché de celui-ci. Et ça rend la situation un peu ironique. Ceux avec qui il partageait un lien génétique, donc ceux qui devaient faire office de père pour lui, n'ont rien donné. Son père biologique avec qui il partage les liens les plus forts, donc ceux du sang,
l'a rejeté et vendu. Jigen, qui avait imposé le Kama et qui avait donc partagé ses informations génétiques avec Kawaki, ne le voyait que comme un réceptacle. Et c'est donc Naruto, avec qui Kawaki ne partageait rien au niveau biologique, aucun lien de son quoi, qui fera office de véritable père pour lui. Mais la vérité, c'est surtout que ces deux-là partageaient quelque chose qui va au-delà du sang, la solitude et le rejet. Le Nanadaime s'est reconnu en Kawaki, et Kawaki avait une figure paternelle en Naruto. Lui qui avait une si piètre image du père. De ce fait, on revient à ma question du début. Qu'est-ce qu'une famille ? Est-ce ceux qui sont liés par le sang ? Est-ce ceux qui sont liés par ce sentiment si beau qu'est l'amour ? Ou au final, c'est peut-être un peu de tout ça. Mais dans Naruto, une famille, c'est avant tout ceux qui sont liés par la volonté du feu, la Hinoichi. Cette volonté qui se transmet depuis le Shodai Hokage et la fondation de Konoha au Nanadaime et ce qui semble être la destruction de Konoha. Quels que soient les événements, les batailles, les péripéties, cette volonté du feu persistera et continuera à vivre en chacun des personnes qui y adhèrent. Et cette philosophie de pensée, cette façon de voir le monde et de vivre la volonté du feu, Naruto la tient de Hiruzen, l'homme qui, quelque part, même si bon, on n'est pas tous contents de la façon dont ça s'est passé, l'a éduqué. Kawaki, lui, en bon enfant, deviendra reconnaissant. Reconnaissant envers le 7e du nom qui lui a donné une mère, un frère, ainsi qu'une petite sœur, en d'autres mots, le Nanadaime qui lui a donné une famille. Ce lien qu'il a tissé avec son père adoptif est très bien représenté par la prothèse de Kawaki. Ce qui permet à cette prothèse de rester accrochée au bras de Kawaki, du moins quand il l'avait, c'est le chakra de Naruto. Ainsi, le chakra ici remplit parfaitement le rôle que voulait lui donner le Rikudo Sennin, celui de l'unification. Ce chakra permet de renforcer les liens qui existaient déjà entre Kawaki et son père. C'est ça sa signification. Rendez-vous compte, Kawaki aime tellement profondément Naruto qu'il ira jusqu'à reprendre ce qui est la marque de son malheur pour le protéger. En d'autres mots, il ira jusqu'à reprendre le Kama. Et ce n'est vraiment pas anodin qu'il ait fait ce choix. Ça renforce encore un peu plus l'idée que Kawaki est vraiment prêt à tout pour sauver la vie de Naruto. Cependant, n'est-il pas allé trop loin? Dans son désir de protection, il a pris la vie de son frère afin de protéger celle de son père. Sauf qu'en faisant ça, son père, qui est aussi celui de son frère, s'en est retrouvé déboussolé. Lui, qui est pourtant le premier à donner des leçons sur comment doit vivre un ninja, était sur le point de se laisser tuer et de tout perdre. Les paroles de Shikamaru sont loin d'être anodines dans ce cas-là. Quand celui-ci demande au Hokage si après ce qui vient de se passer, Kawaki était encore un membre de sa famille, il touche un point très sensible et la non-réponse de Naruto le confirme. Pourtant, Naruto a conscience que cette décision était le choix de Boruto aussi, mais le cœur semble dans ce cas de figure l'emporter sur la raison. Du coup, une question se pose pour Kawaki. Quel sera son avenir? Pour moi, j'ai deux scénarios en tête que je crois plausibles et que je pense qu'on est plusieurs à avoir envisagé quand même. Le premier serait que de la même façon que la rencontre de Naruto a ramené Kawaki dans la lumière, sa disparition le ferait plonger pour l'éternité dans les ténèbres. Cela voudrait dire que la phrase qu'il prononce face à Boruto dans le prologue, à savoir « je vais t'envoyer rejoindre le Nanadaime » est à prendre dans le sens qui va le tuer. Mais perso, je pense plutôt pour la seconde option, celle qui voudrait que par amour pour le Nanadaime, Kawaki l'enferme dans une espèce de dimension avec le Kama ou quelque chose du genre. Et cela signifierait qu'il voudrait réitérer l'expérience avec son frère, peut-être et sûrement dans le but de les protéger. Et du coup, ça voudrait dire que Boruto serait le dernier rempart face à la folie, peut-être meurtrière de Kawaki, qui voudrait par exemple annihiler le monde de Shinobi ou un truc dans le genre. Je sais que c'est pas ultra original comme théorie, mais pour moi ça me paraît franchement logique. En tout cas, la question principale que l'on peut se poser, c'est quel sera l'événement à la base de la dispute entre les deux frères? Eux qui étaient si solidaires, pourquoi livrent-ils bataille l'un contre l'autre? Si je continue sur la théorie que j'avais lancée sur la partie Boruto, ce serait peut-être à cause du pouvoir qui découlera du patrimoine génétique de celui-ci. Mais je reste convaincu que Boruto sera loin d'être la seule raison du changement de Kawaki. Je pense surtout que Kawaki verra quelque chose qui le bouleversera complètement et le fera haïr le monde Shinobi, comme d'autres personnes l'ont haï avant, Nagato, Obito, Sasuke, etc. Code le dit, Kawaki ne sera jamais libre et son cœur sera toujours ballotté par quelque chose. Tel est son destin. Et peut-être que justement ce ballottage, c'est soit suivre la voie que le Nanadaime, son père et son frère peut-être voulaient suivre,
ou suivre sa propre voie. En ce qui concerne ses futurs pouvoirs, pour moi, il y a peu de doute. Comme on l'a vu dans les derniers chapitres, Kawaki possède les pouvoirs de Ishiki, que ce soit le Sukuna Hikona qui permet de tout rapetir, ainsi que le Daikokten qui permet de stocker les objets dans une autre dimension. D'ailleurs, c'est peut-être avec ce Daikokten qu'il enfermera Naruto. Cependant, le Byakugan, dojutsu propre aux Otsutsuki, n'a pas été observé sur lui, mais je pense que ça viendra plus tard. En tout cas, je pense. On s'en rend bien compte, mais en se fiant aux paroles de Code, Kawaki, dans le futur, sera appelé à devenir aussi fort que l'était Ishiki, qui est à ce jour, quoi qu'on dise, l'Otsutsuki le plus puissant jamais observé. Bien plus puissant que Momoshiki. Ce qui veut dire que s'il n'est pas recadré, le monde court forcément à sa perte et c'est malheureusement ce qui va sûrement arriver. J'aimerais aussi qu'on n'oublie pas le rôle de Eida et Daemon dans les actions de Kawaki. Je pense que ces deux-là s'allieront à Kawaki pour l'aider dans sa quête. Eida d'ailleurs qui est amoureuse de Kawaki parce qu'elle a l'impression que c'est la seule véritable personne à pouvoir être franc avec elle. Bon, maintenant il y a Boruto aussi, mais Kawaki était le premier. Et on sait que Daemon suit aveuglément ce que lui dit sa sœur. Pour le cas de ces deux-là, je ne vais pas m'étaler parce que j'ai prévu une autre vidéo sur eux. Je les associerai avec un autre sujet pour en faire une vidéo globale comme celle-ci. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à me le dire parce que bon, je suis en train de travailler dessus et je pense que ça pourrait être quand même très intéressant de ne se pencher pas que sur l'apport puissance, etc. que pourraient apporter Eida et Daemon, qui peut être très important et très intéressant, mais se pencher également sur quel apport au niveau de l'écriture et les développements de Kawaki, surtout Eida, pourra apporter. Pour conclure, le cœur de Kawaki sera sûrement face à un dilemme dans le futur, mais celui-ci finira par choisir les ténèbres. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère que celle-ci t'aura plu. Si elle t'a plu, tu connais la chanson. Le like, ça fait extrêmement plaisir. Le partage, ça fait encore plus plaisir. Et bien sûr, le commentaire pour me donner ton avis. Même si je réponds pas tout le temps à tout, parce que j'ai pas forcément le temps, je fais un effort pour tout lire et pour au moins te mettre un like sur tous les trucs que j'aime bien, etc. Là, je vous demande juste 30 secondes de votre temps. Ça va vraiment pas être long, juste pour vous expliquer en fait comment je vais essayer de fonctionner à présent. Alors, si vous avez remarqué, ces derniers temps, il n'y avait pas trop de vidéos parce que de 1, j'étais très fatigué. J'avais peut-être pas la motivation nécessaire pour faire des vidéos à ce moment-là. Et surtout, en fait, ces derniers temps, mes streams sur Twitch, ça fait 1 an que je stream, mais ces derniers temps, mes streams sur Twitch ont commencé à un petit peu mieux marcher que d'habitude. C'est rien de fou, mais ça me donne un peu plus d'espoir pour les streams. Faut savoir que j'ai un plan en tête, parce que je veux faire de YouTube mon métier complet et vivre de ça, et en vivre correctement, pas juste vivre un peu, en vivre correctement sans être millionnaire, attention. Donc du coup, j'ai des plans en tête pour ça, mais pour ce faire, il faut que j'arrive à allier et vidéo et stream. Et pour pouvoir continuer à faire un truc qui me passionne au niveau des vidéos, ben du coup, je pense que ces prochains temps, voilà, ces prochains mois, on va peut-être passer à un format de 2 vidéos par mois, mais ce sera à chaque fois où j'essaierai, même si c'est pas le cas, en tout cas, dans le fond, ce sera très travaillé, comme je le faisais déjà, mais on passera à 2 vidéos par mois qui seront peut-être des vidéos un peu plus longues, avec un peu plus de travail. Ou même quand c'est pas des longues vidéos, ce seront des vidéos où je vais essayer quand même de rajouter des trucs, etc. Voilà, il se peut que l'une des vidéos dans le mois soit pas non plus extraordinaire, parce que j'ai pas tout le temps des idées artistiques extraordinaires, je ne prétends même pas en avoir des idées extraordinaires à présent, donc bon. Et du coup, si vous voulez me soutenir dedans, ça va pas changer grand-chose. Je sortais pas non plus 4 vidéos par mois avant, donc ça change pas grand-chose. Mais si vous voulez me soutenir dedans, ben, je vous invite, si vous le pouvez, à venir me follow sur ma chaîne de rediffusion de replay, c'est-à-dire ma chaîne Heroes Replay, où je fais des rediffusions. Là-bas, ben, vous aurez des vidéos de moi plus souvent, où on parlera de divers sujets, de manga. Vous aurez, en fait, c'est des rediffusions de live, mais c'est aussi un peu de vidéos de divertissement, en feat, etc. J'essaye de nouveaux contenus. Et ben, je trouve ça cool de se diversifier. Je peux pas le faire forcément sur cette chaîne parce que je tiens à un peu l'image de cette chaîne, cette image de chaîne sérieuse où voilà, on a fait des trucs vraiment assez travaillés, où j'essaye de pousser à mon humble niveau le truc. Mais j'aime bien faire ça. Moi, j'aime bien les vidéos un peu divertissement où on rigole, où on fait du fit and fun, etc. J'aime bien ça. Donc, je le fais sur cette chaîne rediffusion. Et aussi, bien sûr, à venir me suivre en stream. Mais bon, je sais très bien que c'est pas tout le monde qui aime les streams. Donc voilà, pour me soutenir, je vous invite à venir sur cette chaîne, le lien est en description. Je vous invite aussi à aller voir une vidéo que j'ai réalisée dans les mêmes eaux que cette vidéo-là, enfin dans le même sujet plutôt, qui a été faite il y a presque 1 an maintenant sur les yeux de Boruto. C'est une vidéo qui est très intéressante et qui, je trouve, se complète pas mal avec la vidéo que je viens de réaliser ici. Et voilà, si vous voulez tout mon avis au complet, il y a même une vidéo sur les Otsutsuki et leur but. Voilà, c'est 3... vidéos que je considère comme des grosses vidéos où j'ai pas mal travaillé, poussé, etc. Donc j'invite à venir la voir.
Et juste pour finir, avant de partir, ben j'ai pas mal, vous savez, de grosses vidéos prévues. Tout ce qui concerne par exemple Naruto, ben il y a la vidéo sur la géopolitique, il y a une vidéo sur Naruto et Sasuke aussi qui va arriver. C'est les 2 prochaines grosses vidéos auxquelles j'ai pensé. Après on fera des vidéos plus classiques peut-être. Et au niveau de global, il y a la fameuse vidéo sur les Reiatsu dont je parle depuis, je pense, août 2021, mais j'ai toujours pas commencé à l'écrire parce qu'il y a plein de petits problèmes et tout. Il y a aussi la vidéo sur les seins de la balance, pour ce qui concerne Sensei, etc. Donc restez là, c'est sûr qu'il y a peut-être un peu moins de vidéos, mais vous inquiétez pas, la qualité ne baissera pas et au contraire, je pense que mes vidéos étaient déjà assez qualitatifs avant et là la qualité va encore faire un bond en avant parce que j'essaie encore de m'améliorer, j'essaie encore de faire des trucs, voilà, donc je compte sur vous et sur votre sympathie, votre indulgence et votre soutien dans tous mes autres projets. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était Hero.